Les lieux que nous choisissons d'habiter sont des lieux qui nous habitent en retour. Ces lieux façonnent également notre identité à mesure que nous contribuons nous-mêmes à les façonner à notre image. Collectivement, nous y développons notre identité et une culture commune. C'est là que se construisent des ponts, des liens entre les membres d'une même communauté. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous abordons la notion de culture de proximité. Bienvenue dans le troisième lieu. Pour aborder le sujet de la culture de proximité, nous recevons à l'épisode aujourd'hui l'ex-mairesse de Repentigny, Mme Chantal Deschamps. Lorsqu'on parle de culture à Saint-Georges, on pense immédiatement à Beausart, ce symposium de sculpture internationale qui a déposé dans le paysage de la ville une centaine de sculptures. Afin d'en apprendre davantage sur ce projet, nous aurons également à l'épisode Claude Provost, qui a été impliqué dans le parcours donc, de Beausart. Mais en attendant, j'ai voulu en savoir davantage sur ce que devient Beausart maintenant en 2025 et pour les années à venir. Et pour ce faire, nous accueillons la présidente de l'organisation, Frédérique Lapointe. Bonjour Frédérique. Bonjour Jérôme. Ça va bien? Ça va bien toi aussi? Merci d'être là. Bien, ça fait plaisir. Merci d'être là. Nous sommes sur l'un des tracés, on va dire, Oui. où ont été installées les différentes sculptures. Peux-tu nous dire justement là, ce que devient Beausart en 2025? Parfait. Donc, Beausart, depuis juin 2024, les 10 éditions des Symposiums internationaux de la sculpture se sont terminées. Donc, suite à ça, on a renouvelé la mission de Beausart, le but étant de faire découvrir l'attrait qui a été complété en 10 ans. On veut le faire découvrir vraiment au niveau provincial et partout au Canada parce que ça mérite d'être découvert. On a un attrait qui est vraiment d'envergure internationale. C'est également unique au Canada. Donc, on a 104 sculptures qui ont été réalisées dans le cadre des symposiums. Donc, le but, c'est vraiment de promouvoir. On veut également éduquer. La mission d'éducation est très importante pour nous. On a développé la médiation culturelle avec les écoles également. Donc, on fait des activités d'initiation à la culture et tout ça, dans le but de rendre accessible à la population ainsi qu'aux excursionnistes et aux touristes la culture. Bon, on s'entend, là, le lieu est bucolique, c'est tranquille, c'est le fun de venir ici, même s'il y a quand même des camions qui passent des fois. Mais bon, ça, c'est pas grave, ça fait partie de la game. Donc, si je ne m'abuse, il y a un aspect numérique à cette expérience-là là, de Beausart maintenant en 2025. Oui, exactement. Donc, à la fin 2024, on a renouvelé tous nos outils de communication, étant donné que de promouvoir un attrait, c'est complètement différent que de promouvoir des événements. Donc, on a renouvelé le site web où est-ce qu'on a une carte qui est vraiment interactive pour pouvoir découvrir toutes les œuvres d'art qui composent le parcours muséal. On a également répertorié différentes œuvres d'art public qui se situent au travers des parcours, donc des fresques, d'autres sculptures. Puis, on peut aussi avoir une offre d'activités que Beausart a développées qui sont accessibles sur le site pour avoir plus d'informations, s'inscrire, réserver une visite guidée et tout. Puis, on a développé également 3 parcours qui peuvent être faits en famille, en tant que cycliste et tout ça. Donc, on se situe présentement dans le parcours Le Longiligne, qui est un parcours idéal pour les cyclistes, justement. Donc, l'offre de Beausart s'est grandement développée et va continuer également de se développer dans les années suivantes. Et tout ça est gratuit? Exactement. C'est merveilleux. Mais merci beaucoup, Frédérique, d'être venu nous placer un petit peu là, ce que devient et ce que c'est que Beausart. Alors, on invite toute la population à venir découvrir tout ça. Bienvenue chez nous. Oui, alors merci à Frédérique Lapointe d'avoir pris part et de nous avoir donné plus d'informations sur Beausart, ce projet phare ici à Saint-Georges. Nous nous trouvons au Café du Milieu pour la suite de cette balado, de cet épisode où on va parler aujourd'hui de la culture de proximité. On va découvrir un peu ce que ça peut vouloir dire. D'ailleurs, on a comme invité 2 personnes, notamment la mairesse, l'ex-mairesse plutôt, devrais-je dire, là, de Repentigny, qui a écrit un livre sur le sujet, Madame Deschamps. Bonjour, Madame Deschamps. Bonjour. Merci d'être là. Et également Claude Provost, qui est un amateur de culture, un gars bien de chez nous là, de Saint-Georges. Monsieur Provost, salut. Salut Jérôme. Ça va bien? Merci de l'invitation. Alors, je vais les présenter, nos 2 invités, d'une façon plus formelle. Premièrement, Madame Deschamps, première femme élue mairesse de la ville de Repentigny en 1997.
Chantal Deschamps, donc vous êtes également la première femme à avoir siégé au conseil d'administration de la communauté métropolitaine de Montréal. Vous avez été mairesse pendant 24 ans, si je ne m'abuse. En continu. En continu. Votre engagement vous a valu de recevoir le prix Jean-Paul Lallier, qui reconnaît la vision, le leadership et les réalisations en urbanisme et en aménagement du territoire. Vous êtes détentrice d'un doctorat en psychopédagogie. Mais plus important encore, vous êtes très attaché à votre coin de pays, n'est-ce pas? Oui, oui, absolument, absolument, Jérôme. Ça me fait plaisir d'être ici. Merci d'avoir accepté l'invitation. Claude, on se connaît un petit peu. Ça se peut que je te tutoie plus que tu vous vois. Je vais essayer, Madame Deschamps, aussi de faire pareil. Nous ne sommes pas en reste, donc, avec Claude Provost, fraîchement retraité de Groupe Canam, ici à Saint-Georges, où tu occupais les fonctions de VP Ressources humaines. Grand amateur de voyage et de culture, tu ne manques pas une occasion de t'abreuver à la fontaine culturelle. Tu as été administrateur de Beausart, dont on a parlé, dont on va parler, en plus d'être l'instigateur du Beau du Dragon, une petite patente, on va dire, là, qui avait pour mission de favoriser l'émergence d'activités culturelles au centre-ville de Saint-Georges. Merci, Claude Provost, d'être avec nous aujourd'hui. Avec grand plaisir. Alors, vous le savez, le podcast, notre série s'appelle Le Troisième Lieu. On fait référence au troisième lien, mais on parle bien sûr du concept de tiers-lieu. Tiers-lieu, donc, qui, après le domicile et le lieu de travail, est un endroit où, en collectivité, on aime bien se retrouver pour, on va dire, être peut-être plus décontracté, se réfugier, mais avoir quand même des contacts avec nos contemporains. Je vais débuter l'épisode en vous demandant, on va commencer avec Madame Deschamps, Chantal. On peut se s'il dire vous plaît, dessus, on va hein? se dire dessus. Quel est ton troisième lieu, ton tiers-lieu préféré, toi, Chantal? Mais en fait, ça change de localité suivant, dans le fond, les voyages, où est-ce qu'on se déplace. Puis surtout, l'été, moi, je fais du vélo. Mais ce que j'aime bien, c'est me retrouver, dans le fond, aux premières loges d'une terrasse et de voir la vie se dérouler autour de moi. Alors, peu importe quel nom porte le café ou la terrasse. Puis à l'étranger, on fait pareil. Et plus spécifiquement, à Repentigny, alors moi, je pars en vélo. Il fait un temps où j'avais des chiens. Là, les chiens sont rendus dans un autre monde, mais c'était la même chose. J'avais une place où on pouvait amener les chiens. Ça on apprécie quand Oui, ils nous mettent un les petit bol attacher d'eau, on a ce qu'il faut. dehors, prendre un petit cappuccino et voir. Et du temps que j'étais mairesse, ça, c'était vraiment un régal. Ah. C'est-à-dire, quand on a inauguré une rue principale, puis être là, j'ai envie de dire, comme en tourisme, Oui. ne serait-ce 20 minutes, une demi-heure, savourer un petit cappuccino, puis voir les citoyens passer qui sont aussi étonnés de retrouver leur mairesse sur la terrasse, tu sais, puis leur envoyer oui. la main. Mais ça, je trouve que c'est des beaux lieux de socialisation. Puis moi, ce qui me frappe, c'est on pourrait faire ça en nature, sauf qu'on ne croise pas bien du monde, là. Mais si l'endroit n'est pas attrayant, si c'est pas aussi, dans le fond, convivial, c'est sûr qu'on n'y retournera pas. Alors, Effectivement. le tiers-lieu, il faut que ça soit comme un autre chez soi. Tout à fait. C'est très bien dit. Et j'aime votre idée de dire parfois, on a presque l'impression qu'on est plus en train de voyager, à être assis, à regarder la vie. Oh, oui. Moi, j'ai déjà fait ça dans un voyage à un moment donné où, sac à dos, je me promenais à gauche, à droite dans une ville, puis pour finalement, à un moment donné, passer 3 heures dans le même café et avoir l'impression d'en avoir vu tout autant dans ces 3 heures-là que dans tout ce que j'avais pu parcourir, à courir à gauche, à droite. Claude Provost, ton tiers-lieu préféré? Est-ce que j'ai le droit à deux? On va dire 2. Moi, je te donne le choix d'y aller avec 2. OK. Et c'est assez particulier parce que le lieu, j'y réfléchissais. Parce que, en fait, on parle du troisième lieu, mais c'est pas le lieu. C'est les gens Oui. qu'on retrouve à ces lieux-là. Fait que je me force, je me dis, c'est quoi pour mon troisième lieu? Mais tout de suite, c'est qui je vais rencontrer. Fait que l'aimant, celle qui nous attire, c'est le lieu, mais en réalité, c'est les gens qui le fréquentent. Bref, mon premier troisième lieu qui me vient à l'esprit, c'est pas Saint-Georges, tu vas m'excuser, c'est la rue Saint-Jean, à l'extérieur des murs à Québec. J'aime cette rue-là. J'ai l'impression, tu parlais de voyage tantôt,
c'est un peu... des fois, je dis que c'est l'Europe des pauvres. Là, l'Europe des passeports paresseux. J'aime être là. J'aime être là. C'est une rue, c'est un boulevard, c'est une rue. L'autre, puis là aussi, peut-être ça va te faire sourire, c'est une épicerie. C'est une épicerie qui est ici à Saint-Georges. Où je prends mon temps. C'est pas une épicerie à grande bannière. Là. C'est une épicerie, On peut les nommer, là. On Ouais. parle des Pères Nature. On parle des Pères Nature. C'est comme Les halles des Pères Nature, on peut dire. c'est comme un grand marché public. C'est une épicerie où on veut créer l'esprit, l'atmosphère d'un marché public. Et ça marche. Tout à fait. Et ça marche. Je connais le personnel, je connais le propriétaire. Madame Deschamps, bonne crème glacée. D'ailleurs, à proximité oui, encore de la oui, piste oui, cyclable. Donc, on vous invite à vous y déplacer pendant votre passage ici. Merci vraiment d'être là. Parlez-nous quand même de Repentigny, du passage que vous avez eu là-bas comme mairesse. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Pour une culture de proximité ». Ça part de quoi cette idée on va dire, d'appuyer une réflexion, un propos sur cette notion de culture de proximité pour vous? En fait, la culture de proximité, c'est la culture qui se pratique dans une localité. Donc, vraiment, et c'est le devoir des municipalités. Alors, de considérer la culture comme un service de proximité, comme on offre un service des loisirs, comme on offre un service d'urbanisme, et la dimension que prend le concept de culture de proximité, c'est qu'on y associe ce que ça fait vivre. Alors, on peut bien installer, par exemple, dans une municipalité, peu importe la taille des municipalités, petites, moyennes ou grandes, des équipements, dans le fond, des fois chèrement acquis. Et si, ça peut être bien, bien beau comme ça de l'extérieur, mais s'il n'y a pas de vie autour, si on n'anime pas culturellement ces équipements-là, je dirais que le pointage n'est pas très élevé. Il faut que ce soit connecté sur quelque chose. Absolument. Donc, c'est l'accessibilité qui fait en sorte que cette culture de proximité vit et prend son sens dans une collectivité. C'est la culture qui initie. Alors, qui initie au beau, à la beauté, ça, je peux y revenir plus tard, moi, je trouve, puis à l'esthétisme, c'est drôlement important. Je vous dirai tantôt pourquoi. Celle aussi qui permet le rassemblement. On parlait des tiers-lieux. Oui. Bien, en fait, plus un endroit est attrayant, plus il est réfléchi dans l'aménagement du territoire. Et si on peut y vivre une expérience, notamment culturelle, plus une municipalité va offrir des possibilités aux citoyens d'accéder à la culture, à la beauté. ces expressions de la culture. Plus ça va les stimuler sur le plan créatif. Et moi, je suis persuadée que ça fait des meilleurs citoyens. Meilleurs citoyens, un milieu de vie plus agréable. Claude Provost, vous étiez VP Ressources humaines chez Canam. Vous avez également vu de près, on va dire, tout ce qui a pu se passer depuis le début du millénaire, là, on va dire ici à Saint-Georges. On a gagné en qualité de vie à Saint-Georges. Et ça a un impact quand on veut recruter de la main-d'œuvre. Pleinement. Saint-Georges, il y a 25-30 ans, là, je ne sais pas quel âge que tu as, j'ai même... On ne le dira pas. Non, mais il y avait beaucoup de potentiel. On était plus dans le potentiel. On était dans le potentiel. Je me souviens d'avoir lu un article où le titre, c'était « Saint-Georges, la pas belle ». Puis ça nous faisait prendre conscience que c'était vraiment dans le déclin, c'était dans une tristesse dangereuse. Et ben là, il est venu un temps où la population s'est mobilisée, la communauté, avec une très belle participation de la communauté économique. Ça prend des sous pour donner du rythme, ça prend de la volonté. Et toutes ces contributions-là sont arrivées en même temps au rendez-vous, puis ça a beaucoup changé, effectivement. Puis, tu sais, pour en revenir à ton point, pour recruter des gens qui venaient de l'extérieur, moi, je représentais une compagnie d'envergure. On avait quand même besoin de talents qui n'étaient pas toujours présents dans le territoire.
Donc, il fallait Faut les convaincre. Ouais. fallait les attirer. Puis ils regardent l'offre. Et ce qu'on réalisait, c'est que nous, on était en mesure de convaincre les gens, les cadres ou les membres du personnel à venir nous rejoindre avec les défis qu'on leur offrait. Mais le veto, il appartient à la famille. Ah oui. Si la famille. si le conjoint ou la conjointe dit j'ai pas vraiment envie d'aller vivre là, bien, ça vient d'arrêter. C'est ça. Que ce soit après. Si les parents disent on n'a pas ce qu'il faut pour stimuler nos enfants, les faire évoluer dans un environnement qui a un peu de bon sens, excusez, la discussion vient de se terminer. C'est comique, hein? Je vais me permettre Ben oui, allez-y. d'ajouter, parce que moi, en 97, j'étais lancée dans une carrière universitaire. Et j'ai eu, et je me prends pas pour Jeanne d'Arc, là, j'entends pas des voix, mais moi, dans le fond, on est profondément attachés. Nous autres, on fait partie, comme c'est le cas ici, des familles fondatrices à Repentigny, donc les Deschamps. Et on a toujours pris soin de la ville. Puis moi aussi, loin que je me souvienne, je faisais déjà du bénévolat, moi, dans ma communauté. Puis je menais une carrière universitaire. Et la ville de Repentigny, en 1997, là, c'était un désastre sur le plan, j'en dis, de l'organisation sociale puis de l'organisation municipale. Et c'est une ville dortoir. On avait d'administration publique en administration publique pris le centre-ville, puis on l'avait étiré sur 11 km. On parle de potentiel à une certaine époque qui était, dans le fond, nommé, mais pas, dans le fond, certainement pas développé. Mais c'était la même chose à Repentigny. C'était le genre de ville champignon. Alors, en 87, il rentrait 7 familles par jour. Fait que là, je veux dire, l'administration était débordée, à part d'ouvrir des rues, puis faire des parcs, puis tondre du gazon. C'est à peu près tout ce qu'ils faisaient. Et moi, j'ai été comme choquée, dans le fond, secouée par le fait que je ne reconnaissais plus ma ville. Et je vous le dis, j'étais jeune, dans la très jeune quarantaine. J'ai décidé de mettre une pause à ma carrière universitaire, mais c'est une pause qui a duré 24 ans. Et j'ai fait le saut en politique. Ça s'appelle, moi j'appelle ça sauter sans filet, là. Et ce qui me motivait, ma première campagne électorale, c'est, dans le fond, c'était Repentigny en santé. Ah, et là, vous voyez la déclinaison, tu sais, en santé économique, en santé environnementale, en santé culturelle. Vous avez dit que, au moment de faire ces constats, de réaliser, on va dire, qu'il y avait peut-être de l'amour à donner, on va dire, à votre beaucoup. milieu de vie. Vous nous avez mentionné que, au fil du temps, on avait éparpillé les activités sur le territoire. Oui. Pour vous, à quel point c'était important de reconsolider, on va dire, on parle de proximité, là, de ramener une certaine cohésion dans la centralité de la municipalité? Bien, en fait, c'était essentiel. Et c'est là où il faut réfléchir. Il faut réfléchir à sa ville comme si c'était une personne, puis trouver sa personnalité profonde. Et pour moi, bien, l'exercice était peut-être plus facile que quelqu'un d'autre parce que j'étais native, ma famille, dans le fond, de génération en génération. Mais peu importe, quelqu'un qui décide de lever la main puis de dire, bien, moi, je vais m'occuper des affaires de l'État dans ma ville, puis je veux y apporter ma contribution. Mais moi, j'ai pensé faire un mandat. Puis en disant, je vais je vais vraiment développer une vision, puis ramener, il n'y a pas de place pour la cohésion sociale. Et déjà, en 97, aujourd'hui, on a le vocabulaire pour nommer ces choses-là. Mais déjà en 97, c'était de miser sur la culture comme développement durable. Et vous l'avez fait de belle façon. J'ai visité. Comment vous l'appelez, votre secteur? Bien, c'est l'espace. C'est l'espace culturel. L'espace culturel, qui est effectivement non loin là, du centre-ville. Bien, c'est au cœur du centre-ville. Au cœur du centre-ville. Parlez-nous un peu là, de ce qu'on y trouve. Il y a l'espace Diane Dufresne, il y a également la salle des jardins. Dites-nous un peu tout ça. En fait, il faut, juste pour ceux qui nous écoutent, là, Repentigny, c'est sur la rive du Saint-Laurent, le côté nord, et non pas la rive sud.
Et on est aux portes de Montréal. On est dans 2 régions administratives, donc la Naudière et la communauté métropolitaine de Montréal. Mais on a gardé ce cachet bucolique. Donc, on a un parc de l'île Lebel qui est, je dirais, la base même de l'espace culturel parce que se tient là, hiver comme été. Vous savez, la culture de proximité, c'est l'animation culturelle accessible en tout temps. Oui, et à tous. À tous. On est dans la démocratisation de la culture. Il faut que ça soit très inclusif également, donc à la portée de tous. Et dans le fond, ça peut se passer à l'île Lebel, qui est dans ce périmètre-là. Et dès qu'on arrive sur la rue principale, j'ouvre une parenthèse, en 97, là, puis tant qu'on n'a pas, nous, on a fait un regroupement avec 2 municipalités, donc l'ancienne ville de Repentigny et le Gardeur, et on en a profité de cette opportunité-là pour créer le centre-ville. Parce que, croyez-le ou pas, nous, on n'avait pas à Repentigny accès aux subventions que donnaient les gouvernements supérieurs pour créer un centre-ville, c'est-à-dire pour améliorer un centre-ville, on n'avait pas. Il s'était étiré à travers le temps. On n'avait plus de centre-ville. On avait une église patrimoniale puis des commerces. Et par-ci, par-là, et donc on s'entend. Donc, un gros, ça a demandé un gros travail d'urbanisme. C'est l'âme d'une ville un peu, là. Oui. Qui se retrouve souvent là, dans ces lieux. D'administration en administration, vous savez, les gens, des fois, pensent que pour être moderne, il faut détruire le passé. Bien, je dirais que c'est un bel exemple pour Repentigny. Alors, les administrations précédentes, ce qui était... Nous, on n'avait pas nécessairement des bâtiments en pierre, mais des maisons de bois, mais vraiment qui bordaient le chemin du Roi, qui est la rue Notre-Dame, donc la 138. Et là... Qui est le bout de la rue Saint-Jean. Ben oui. Tout est dans tout. Mais... Tout est dans la rue Saint-Jean, c'était pour quitter Québec, voilà Montréal. C'est ça. Bon, de fait. Continue. C'est ça. Et là, bien, dans le fond, dès qu'une maison perdait un peu de sa valeur, pouf, on la détruisait pour permettre la venue d'une nouvelle construction. Et à travers les années, là, c'était épouvantable ce que ça a donné parce qu'il n'y avait pas d'harmonisation du plan d'urbanisme à Repentigny. Fait que, je dirais pas en termes de hauteur, là, ça c'était réglementé puis respecté, mais le choix des matériaux aussi, ce qu'on permettait comme activité, soit économique ou commerciale, ou du logement, alors au niveau de mixité, puis on n'a pas réinventé la roue à Repentigny. On s'est juste mis à réfléchir sur qu'est-ce que ça prend pour créer un centre-ville et ça passe automatiquement par un bâtiment fort qui va être dédié à des activités culturelles, comme le Centre d'art Diane Dufresne, avec une signature architecturale qui est sans précédent. Ça devient attrayant. En soi, c'est un lieu qui est là aussi, qui est conçu pour flâner. Tiers-lieu flânage, pour moi, ça sonne des cloches. On va en reparler dans notre deuxième bloc. Donc, on va faire une petite pause et on continue la discussion avec Chantal Deschamps et Claude Provost. Dans la première partie de notre échange sur la culture de proximité, tout à l'heure, on a parlé de flânage. Moi, c'est quelque chose qui m'interpelle. Flâner, je suis un grand flâneur. J'aime flâner, j'aime me laisser aller, me promener dans des lieux. Claude, toi, le flânage, ça t'interpelle? Il me semble que tu es un grand flâneur. Pas flamou, flâneur. Je peux être les deux. Oui. Je te remercie pour le deuxième. Écoute, tu me dis ça. Instantanément, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est est-ce que flâner est ce qu'on veut faire ou c'est les résultats? Si le lieu est beau, puis si t'es bien, bien peut-être tu flânes. Fait que toi, tu te dis pas, bon, ben, je vais mettre mon cadran, je vais aller flâner. Peut-être que tu flânes parce que le flânage est sollicité. Mais bon, c'est peut-être un peu des deux. Mais clairement, je t'afflâne. Madame Deschamps, vous avez nommé, c'est vous qui avez sorti ce mot-là tout à l'heure, et moi, ça m'a accroché. C'est important d'une certaine façon que nos lieux appellent un peu d'une certaine façon au flânage. Dans la société où on est, où tout va tellement vite, est-ce que c'est pas bon d'une certaine façon parfois de se reconnecter à
aller lentement un peu, puis apprécier ce qu'on a dans notre environnement. Ben, en fait, il faut que ce tiers-lieu-là, ou le troisième lieu, comme on l'appelle, dans le fond, ça soit comme un arrêt du temps. Comme une fête, hein? C'est un temps hors le temps. Alors, il faut que ça soit comme ça. Alors, et c'est pour ça qu'il faut que ça soit beau, puis encore plus beau que chez soi. Et que ça soit accueillant, que ça soit, on ait un point de vue sur quelque chose, un point de vue sur le monde. Moi, j'ai en tête, là, je vous parle, puis j'ai l'air extrêmement chauvine, mais ça existe ailleurs dans d'autres municipalités, mais celle que je connais le mieux, c'est celle que j'ai administrée pendant 24 ans. On a fait un parvis entre le Centre d'art Diane Dufresne et le théâtre Alphonse Desjardins. Et on a eu l'idée géniale de mettre des jeux d'eau. Et là, et comme je vous le disais dans le premier La première partie de la partie qu'on a discussion. fait de la discussion, la culture de proximité, c'est que la réflexion, il faut qu'elle soit là même dans l'architecture. Alors, plutôt que d'avoir enfermé la culture dans des temples, alors, que sont le centre d'art, le théâtre, c'est qu'on a, dans le fond, des immenses verrières, si bien que le spectacle est autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Oui, il y a une interface qui se Il y a crée une entre les interface. deux. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut être en train de flâner. Alors, sur une terrasse, dans l'espace culturel. Et moi, je vois ça, là, et pour moi, j'en ai presque les larmes aux yeux parce qu'on voit la vie se dérouler. Oui. Et symboliquement, ce qui est fort, c'est qu'on a la plus vieille église du diocèse de Montréal. Elle n'est pas sur le territoire de Montréal, elle est à Repentigny. OK. 1723. Oh. Alors, une vieille dame, mais bien portante. Et le cimetière qui est là a, dans le fond, des os qui datent de cette époque-là. Alors, on a les ancêtres qui dorment, donc le temps avant notre temps, et le temps actuel où est-ce qu'on voit les enfants, les grands-mères, les parents, les grands-parents courir, puis qui sont tout mouillés. Vous avez dit le mot, on a parlé de flânage, vous avez aussi dit le mot parvis. Moi, il m'est arrivé, il n'y a pas si longtemps, de voir une affiche sur une église où c'est écrit « Interdit de flâner ». C'est quand même quelque chose quand on pense, Claude, qui jadis, le parvis de l'église, c'était notre lieu de rencontre par excellence. C'était Aujourd'hui, le bon, je ne sais tiers-lieu. plus exactement ce que c'était. Il y a peut-être des catégories de flânage. Le flânage volontaire, si j'ai envie de flâner, je flâne. Il y a peut-être des gens qui flânent et qui n'ont pas envie de flâner. C'est peut-être ça. Mais est-ce que, tu as raison là-dessus, cela dit, justement, est-ce que ce n'est pas réellement de la municipalité maintenant un certain mandat d'offrir de la beauté, mais à tout le monde? Parce que ce qu'on a aménagé ici à Saint-Georges, les passerelles, c'est accessible à tous, qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, on en profite, on en bénéficie. Et d'une certaine façon, ça vient nous élever l'âme, d'une certaine façon, cette beauté qu'on peut côtoyer finalement. C'est sûr que la beauté, je participais à une conférence à un moment donné, puis le conférencier dit, puis pour vous, c'est une vérité de la palisse, là, mais la beauté rend heureux. Et j'ai besoin d'une seconde ou deux là, pour... Décanter ça. Ben, je veux dire, c'est pour ne pas l'acheter trop facilement. Est-ce que c'est vraiment? Est-ce que la beauté rend vraiment heureux? Puis, j'ai fini par acquiescer parce que quand c'est pas beau, ça se peut que ça te rende malheureux. Oui. Par l'inverse. Tout à fait. Mais on va faire l'histoire des civilisations dans peu de temps, là. À chaque crise humaine, là, ce qui a sauvé le monde, c'était la culture, l'éducation et l'humanisation. Ça va ensemble. Et quand on se pose la question, pourquoi une ville va investir dans la culture? Tu sais, il y a des organismes qui peuvent faire ça. Puis c'est parce que si une ville se met à réfléchir sur ce qu'elle veut faire pour ses citoyens, puis elle veut leur apporter le meilleur et leur permettre de s'épanouir, il faut que ça passe par la culture. Mais l'accès et la démocratisation de la culture. Et plus on va permettre très tôt dans la vie d'un individu d'avoir accès à la beauté, à l'esthétisme, c'est qu'on lui permet de toucher sa propre humanité.
Et ça, c'est écrit dans l'histoire des civilisations. Et quand on regarde ce qui se passe dans le monde, là, on ne fera pas la tournée des catastrophes. Du côté de chez nos voisins, cette humanité-là est en train de s'effriter. Et c'est pour ça que c'est important pour les gouvernements locaux que sont les municipalités d'investir dans la culture de proximité, c'est-à-dire celle qui éduque au civisme, mais par l'expérience sensorielle d'être placé devant des œuvres, d'être stimulé à créer la médiation culturelle avec que ce soit les aînés, les adultes, les enfants. C'est ça qu'on fait. C'est d'accord avec ça, Claude? C'est des symboles identitaires. Absolument. Et la culture au sens philosophique, là, c'est des comportements que les gens ont entre eux. C'est la culture, c'est les arts et les lettres, c'est une définition, mais tu sais, la culture occidentale, la culture est différente en Europe qu'ici. Bon. Oui. Et par cette définition-là, c'est des comportements collectifs, c'est des règles non écrites, c'est des codes conscients et inconscients où on se comporte, parce qu'on est des animaux grégaires, là, que ça nous tente ou pas, puis on se comporte comme les autres, parce qu'on veut être accepté comme les autres, par les autres, excusez-moi, puis on veut vivre ensemble. Et la culture, c'est, selon moi, évidemment, c'est ces symboles identitaires-là. Le parc Jean-Paul Lallier, aujourd'hui, c'était ça son idée. Tout à fait. C'est un symbole. Oui. Et maintenant, on va le mettre beau Mm-hmm. et on va l'animer. Tout à fait. Puis là, c'est peut-être la même affaire prendre son avec sens. l'église de Saint-Élie-de-Caxton, je ne sais pas quoi. Ah mais, oui. mais peu importe. Un lieu qu'on met beau, attirant, attrayant, où on invite les gens, Puis on change le monde. puis on commence à changer le monde. On commence à changer le monde. Les gens se reconnaissent parce que c'est eux. Et l'effet s'agrandit. Le rayon, l'onde s'agrandit. Puis de là, aux élus municipaux de créer par la suite, je pense que c'est l'étape d'après, de créer l'environnement favorable à ce que les gens s'impliquent. Tout à fait. Puis ça, on peut en parler. S'en approprie. Ça, on peut en parler. C'est de favoriser l'appropriation par les gens, par les citoyens. Absolument. Et bon, Donc, de la faire mobilisation. Tout à fait. Puis ça se fait quand même. C'est pour ça, à partir du moment où on a un lieu et qui répond aux attentes, tu sais, ça peut pas être... tu sais, l'espace culturel chez nous, en Repentigny ou ailleurs, c'est pas quelque chose qui se dessine sur le coin d'une table entre deux personnes puis qui dit « Tiens, c'est ça, on va leur faire avaler ça. » Non, tu sais, c'est qu'il faut que ça soit fait dans des règles démocratiques. Puis la démocratisation de ce type de décision-là, pour des projets forts comme ceux-là, aussi importants, c'est qu'il faut aller au-devant des citoyens. Ouais. Puis, et c'est faux, là. C'est quand on entend les détracteurs qui débarquent, par exemple, moi, j'ai fait ça là, pendant 24 ans, là, les séances publiques, là, puis avoir 2-3 personnes, eux autres sont contre toutes. Puis, investir en culture, c'est des dépenses inutiles. Bien, ce qu'on vient de parler sur initier à la beauté, quand on initie à la beauté, on initie au civisme, hein? Ouais. On humanise les rapports humains. Bien ça, je regrette, on ne voit pas ça dans les deux colonnes, le revenu, dépenses d'un budget. Alors ça, c'est... Puis je pense que tous les gouvernements de proximité que sont les municipalités, mais tous les gouvernements provinciaux, fédéraux, c'est ce type de gouvernance doit... Moi, je trouve que c'est urgent qu'on se préoccupe du bien-être de nos citoyens dans son rapport à la culture. Parce qu'avec ce qui se passe dans le monde, puis je ne veux pas être alarmiste, là, mais on la sent, dans le fond, cette menace-là. J'ai envie d'avoir un petit commentaire encourageant. Vous parliez tantôt des détracteurs qui sautent tout de suite sur l'argument du coût pour manifester leur désaccord ou leur réserve ou whatever it is. Je serais porté à penser qu'il y a une notion d'air du temps. Il est fort possible que dans les années 50, 60, c'était pas le timing pour parler de démocratisation de culture.
Non. c'était de mettre de l'asphalte, puis un peu d'acadie, puis de ramasser les vidanges. Ouais. Puis éventuellement des arénas. Puis ensuite, Oui. quand ton infrastructure fondamentale, là, inspirons-nous de... Maslow. Oui, c'est ça. Inspirons-nous de Maslow. Après ça, là, ça prend des arénas. Parce que c'est ce qu'on observe. Est-ce que j'aurais commencé par des arénas? Peut-être que oui. Ouais, c'est peut-être que non. C'est presque culturel, le hockey. C'est pas presque culturel. Ouais. Le CH, c'est pas le nom d'un club de hockey. Là. C'est le symbole de toute une C'est société. une culture. Hein. Exact. Puis là, les arénas, peut-être qu'ils sont construites. Peut-être que c'est pas pire. Là. Les années 60, 70 se sont occupés de ça. Là, on passe à un autre Il y a des cycles. Ouais. C'est ça. Là, c'est une autre affaire. C'est la culture. Puis on a eu cette conversation là, à l'époque où les micros étaient différents. dans le temps des micros chromés. Puis peut-être à l'extérieur de Québec ou Montréal, on n'aurait pas parlé de culture tant que ça. Peut-être qu'on ne parle pas de ça aujourd'hui. Pas accessible. Oui. Fait que là, c'est le discours de rattrapage ou le discours du timing, là, de l'ère du temps. Oui. Puis, Mais ça fait partie du nouvel agenda urbain de l'ONU, ça. Habitat 3, c'est ça? ben, ça fait que les détracteurs d'aujourd'hui, Oui. ça va être les promoteurs de demain, peut-être. Ça fait que Ouais. En tout cas, moi, non, mais on a le droit de voir, Oui, oui. de regarder ça avec un œil un petit peu encourageant. Oh, Parce que, Mais moi, j'ai tendance à penser que des fois, il faut forcer les choses un petit peu. Il y a 25 ans, Claude, on parlait de Rendez-vous à la rivière, qui est notre installation ici, nos parcs, nos passerelles. On avait plusieurs détracteurs. Aujourd'hui, essaie d'enlever Rendez-vous à la rivière. Il va y avoir une levée de bouclier. clairement. c'est ça. Ah ouais. Sur toutes ces belles considérations, je pense qu'on a eu vraiment une belle discussion. C'était intéressant. Madame Deschamps, merci d'avoir fait la route pour venir à Saint-Georges. Vous repartez avec quoi après? On dit là, que de visiter un endroit, d'une certaine façon, c'est de se connecter à quelque chose, à un ADN de l'endroit. Vous repartez avec des quoi? rencontres. Voilà, On tout à reprend fait. Oui. dans le fond, les mots mêmes de Claude. Claude. Les rencontres. Et moi, ce qui me frappe, là, parce que pas la première fois, je viens en Beauce, à Saint-Georges, oui, mais en Beauce, c'est la gentillesse des gens. La gentillesse. Ben voilà, on revient aux gens, Claude. On revient aux gens. On est parti du lieu, mais finalement, c'est les gens qui nous touchent davantage. Claude, merci. Claude, comme on l'a mentionné, tu étais en ressources humaines et tu poursuis d'une certaine façon un petit peu, là. Puis bon, on parlait de culture, entreprise qui s'appelle Cultura Fortis. Dis-nous brièvement ce que ça mange en hiver, ça, Claude. Écoute, C'est ton projet de retraité. Non, oui, c'est ça. Non, mais en 2-3 mots, j'ai fait le choix de me concentrer à temps partiel parce que j'avais le meilleur boulot qui existait en Beauce, c'est moi qui l'avais. Ça fait que, à mes 60 ans, je me suis dit, je vais faire à temps partiel ce qui me fait vraiment triper. Tripatif, comme t'aimes entendre dire. Les Japonais appellent ça l'ikigai, ce que tu es bon ou pas pire, ce que tu aimes, ce qui te fait triper puis qui répond à un besoin. Puis la culture organisationnelle, c'est hyper puissant. J'ai passé toute ma vie à composer avec des émotions qui se vivent dans une organisation. Parce qu'il y en a. Puis de là, on parlait tantôt des codes puis des règles non écrites. La culture, elle mange la stratégie pour déjeuner, tu sais. Fait que non, mais c'est vraiment un cas. Il faut être conscient de ça. Ça se travaille, ça se sculpte, là. Il y a des façons de le faire. Puis moi, ça me fait triper. Donc, c'est ce à quoi tu veux te consacrer un petit peu dans les années à venir. Merci pour les Merci Madame Deschamps, votre livre, on peut se le procurer en librairie. Oui, pour ceux c'est que ça peut chez intéresser. l'éditeur Carte Blanche. Puis la suite, parce qu'il y aura certainement une suite. Là, actuellement, ça prend la forme d'un article, mais j'arrête pas d'ajouter des choses. Et en gros, ça porte sur comment développer un art de vivre collectivement. Ben voilà. Et sur ces mots, je vous remercie à nouveau d'avoir pris part à cette balado. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup, Jérôme, de l'invitation, encore une fois.